un papier génial. C'est celui de Joel Dimsdale, que je connais bien, et qui est l'éditeur en chef de la revue Psychosomatic Medicine. Mais ici, il publiait justement dans le Jack. Il a fait une étude State of the Art. D'abord, il distingue stress aigu et stress chronique. C'est déjà un peu plus précis. De façon un peu arbitraire, il dit stress aigu, c'est plus petit qu'une semaine, chronique, plus qu'une semaine. Ce qu'il y a de bien avec le stress aigu, c'est qu'on peut faire des expérimentations. Ça, c'est pratique. On peut le provoquer. Ce qu'il y a de bien avec le stress aigu, c'est qu'on a par exemple les tremblements de terre sur lesquels on reviendra. Le stress chronique, là, on a par exemple des choses en temps de guerre, on reviendra dessus, mais c'est aussi les disputes conjugales qui durent parfois plusieurs années. Et donc, dans ces dimensions-ci, c'est beaucoup plus difficile de faire du travail expérimental et donc la qualité des travaux est moins bonne. Cette distinction chronique et aiguë est arbitraire. Je vais vous donner un exemple. Un patron va faire une critique publique. Je vous fais une critique publique devant tout le monde. C'est aigu. Simplement, vous allez le remuer dans votre tête pendant des mois et des semaines. Donc c'est arbitraire, puisque quelque chose d'aigu va donner lieu à la rumination et devenir chronique par la suite. Alors on a la télémétrie. Et donc on peut étudier les réponses des patients dans leur monde, ça je l'ai dit. Parler en public est un excellent modèle. Lors d'une précédente réunion avec Capros, j'ai eu personnellement une série incroyable de difficultés technologiques pendant l'exposé. Alors, vous avez ici en ordonnée l'épinéphrine plasmatique de sujet pendant un exposé au début, au milieu et à la fin. Au début de l'exposé, la plupart des sujets voient le stress qui monte en termes strictement biologiques. Et puis, comme maintenant je commence à être un peu plus cool, ça va, ça décline. On se demande quel est le zygomare ici qui atteint des proportions exceptionnelles. Ce type-là, en fait, il a eu un problème, c'est que le projecteur est tombé en panne alors qu'il avait son PowerPoint bien prévu et que donc il a dû improviser l'entièreté de son exposé. Donc vous voyez que les contrariétés quotidiennes jouent aussi sur des paramètres qui sont non négligeables. Ici, on passe à quelque chose qui a révolutionné la cardiologie, mais qui n'a pas révolutionné la cardiologie, comme je l'ai dit. On s'est rendu compte que lors du calcul mental arithmétique, on observait les mêmes défects que lors du stress à l'épreuve d'effort. Donc, le calcul mental arithmétique, lorsqu'il est fait de façon harcelante par quelqu'un, peut être un paramètre excellent pour stresser les gens. Ceci est intéressant. Le World Trade Center, tout le monde en a entendu parler. Ça a doublé le taux d'arythmie ventriculaire chez les patients munis de défibrillateurs. Incroyable quand même. Et ce n'est pas ceux qui étaient dans le World Trade Center. Donc, on a là aussi des événements naturels qui permettent de mesurer le stress. Pour le stress chronique, là, on a des études épidémiologiques qui sont beaucoup plus intéressantes, prospectives, on a le temps de les préparer, etc. Mais le stress au travail, les difficultés conjugales, la perception d'être traité injustement sont clairement liés à des problèmes cardiovasculaires. Les petits stress quotidiens, les daily hassles, c'est aussi des choses qui peuvent provoquer un événement cardiaque chez quelqu'un qui a déjà des facteurs de risque. Donc on a les computer hassles, qu'on connaît bien, mais toutes les petites tracasseries quotidiennes, chez quelqu'un qui a déjà pas mal de facteurs de risque, peuvent précipiter vers un gros événement cardiovasculaire. Un exemple aussi, Leningrad. À Leningrad, la pression artérielle de la moyenne de la population a augmenté de façon spectaculaire, même 50 ans après. Interhurst dit, facteur de stress chronique, ceux qui ont déclaré un stress permanent au travail ou à la maison, 2,1 fois le risque de développer un infarctus myocardique. Alors je mets en diagonale colère. Pourquoi? Parce qu'un des paramètres qui sous-tend
les facteurs de risque psychosociaux pour la maladie coronaire, en tout cas, c'est la colère. Paradigme, et là je cite une étude dans Circulation, qui est une autre revue de cardiologie très connue. Vous prenez 2 clébards, vous mettez une gamelle petite, de telle façon qu'il n'y en a qu'un qui puisse manger dedans. Ils ont, et vous savez qu'on utilise le chien pour les études cardiovasculaires, ils ont chacun leur mesure électrocardiographique. Le fait d'être à 2 à vouloir manger dans la gamelle fait qu'il y en a un qui mange et l'autre pas d'abord, et ils se mettent en colère. Vous observez quoi? Sous-décalage du segment ST. Donc, la colère est quelque chose de très intéressant sur le plan paradigmatique. En stress chronique, il y a aussi l'inadéquation entre effort et récompense au travail. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Et donc, il faut bien se dire que nous devons essayer d'obtenir du reward suffisant en confort, pas nécessairement seulement financier, mais en compliments, et que dans des entreprises où il n'y a pas assez de compliments ou de reconnaissance du travailleur, on augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Les emplois à faible contrôle. J'ai eu l'occasion de travailler à la chaîne quand j'étais gamin. Il y a le tapis qui avance, et puis vous devez vite vérifier, enlever les cerises pourries. Ça dépend du stade où vous êtes. Puis il y a un endroit où vous vérifiez les bocaux et des choses ainsi. Mais là, ce sont des emplois à faible contrôle, parce que c'est l'allure du tapis roulant qui détermine les choses. Et vous êtes évalué. Pour les femmes, en tout cas à Stockholm, il a été montré que le stress au travail et conjugal augmentait significativement maladie cardiovasculaire. 2,9 fois. C'est quand même important. Pour les hommes, dans le MRFIT, le stress professionnel chronique et la dissolution du mariage. Boum! Risque de mortalité sur une étude de suivi de 9 ans, bien plus élevé. Alors, conclusion. Qu'est-ce qu'un homme au sens large peut faire? Où peut-il aller s'il est malheureux au travail et à la maison? Réponse, à une mort prématurée. Et c'est ce qu'on observe. Ces morts prématurées, ce n'est pas seulement se flinguer, mais c'est aussi s'auto-flinguer ou s'endo-flinguer. Alors revenons à nos facteurs de stress. L'idéal serait d'aboutir à la maîtrise de ce métafacteur de risque. Et surtout, à partir de ça, de travailler sur les facteurs de risque évitables, puisqu'il y en a qui sont inévitables. L'ensemble des données suggère que le stress contribue aux événements cardiaques indésirables et fournit au cœur un milieu de vulnérabilité accrue. Cela, et j'insiste beaucoup, ne veut pas dire que le stress provoque des maladies cardiaques. Les réponses cardiovasculaires au stress sont magnifiquement coordonnées et fonctionnelles jusqu'à un certain point. Mais sinon, nous avons un système magnifique, mais jusqu'à un certain point. Quand le stress continue, ou lorsque le patient continue de subir le stress processuellement, ce stress a des effets néfastes sur le cœur, et pas seulement sur le cœur, sur tout le système circulatoire. Ces effets du stress, comme d'autres paramètres de risque cardiaque, sont potentiellement modifiables par les cardiologues eux-mêmes, et puis par leurs collègues qui aident les patients à changer leur comportement et leur cognition.